je rappelle qu'en 59, en 1959, le produit intérieur brut de la Mauritanie était estimé à 3 milliards 280 millions d'ouguiya. 15 milliards, 16 milliards de francs CFA. Ça, c'est le produit intérieur brut. PIB. PIB. Le budget de la Mauritanie, c'était le 10e à peu près, mais subventionné à hauteur de 40% par la France parce qu'il n'y avait pas d'assiette fiscale. Donc, créer la Mauritanie dans ces conditions, avec des cadres avec des autorités traditionnelles qui ne sont pas prêtes à obéir, d'autant plus qu'ils voyaient directement le gouverneur et régler les problèmes avec le gouverneur, avec les chefs de subdivision, au commandant de cercle. Ils n'avaient pas besoin d'une autorité intermédiaire nationale. Et donc, sa préoccupation, c'était de créer un État viable sur cet espace et doter cet espace donc d'un État. Ce n'était pas facile à l'époque, même s'il n'y avait pas les revendications extérieures que j'ai évoquées. Maintenant, je voudrais simplement, très rapidement, dire 2 mots de plus pour laisser la parole. C'est que moi, je suis rentré ici en 1966. C'est en 1968, j'ai enseigné au lycée de Nouakchott 1 année et demie. En 1968, il m'a nommé secrétaire général aux affaires culturelles, équivalent de secrétaire d'État à l'époque, pour préparer un festival culturel panafricain qui se déroulait à Alger en juillet 1969. Tâche que j'ai pu m'acquitter grâce à son concours, à son appui total, absolu. Pourquoi? Parce qu'il fallait, comme il a voulu pour toute la Mauritanie, que toutes les composantes de la Mauritanie soient associées à cette œuvre. Et il a toujours tenu à cette représentativité totale des composantes humaines. La diversité. Non, il tient compte de la diversité. Certains ont critiqué sa politique de dosage. Il ne s'agit pas de dosage, il faut tenir compte de la réalité et d'associer les gens, les forces, et créer des forces vives à partir de l'ensemble de l'existant. Ce n'était pas facile parce que, encore une fois, à l'époque, si vous n'avez pas un territoire, vous n'avez pas une structure administrative, vous ne pouvez pas appliquer les lois. Les meilleures lois du monde ne peuvent pas être appliquées. Je reviendrai sur un autre aspect, sur d'autres aspects sur ça. Inch'Allah. Je m'arrête ici maintenant pour ne pas monopoliser la parole. Madame la Présidente, Mokhtar est un homme d'équilibre. Il est fidèle à ses amis, comme d'ailleurs il a été fidèle à la Mauritanie et fidèle à vous-même. Mais quelque part, Sidiel, c'est Mokhtar, les Maures disent Wouli Yahya Ndiaye, c'est Mokhtar Ndiaye, on l'appelle Wouli Yahya Ndiaye, et il était l'ami de Mokhtar. Il était au début de son cursus politique. C'est Sidiel qui a dit à Mokhtar, allez-y, c'est vous qui êtes destiné et prédestiné à la Mauritanie nouvelle. Donc on peut dire il a lancé en politique, ou il a incité quand même. Mais quelque part, il y a un problème sur le départ de Mokhtar de la vie politique. Était-il vraiment un départ quelque peu précipité, parce qu'il y avait eu le problème du régime parlementaire et du régime présidentiel. Ben, Mokhtar prôné pour le parlementaire, était le même président du Parlement, mais patatras, Mokhtar préfère ou jette le dévolu sur le régime présidentiel, et d'ailleurs présidentialiste, comme le disent certains politologues, et il a créé un présidentialisme monocentré. Qu'est-ce qui a motivé premièrement cette politique, cette nouvelle politique, et est-ce que les rapports des deux hommes sont restés normaux, disons, jusqu'à la vie
quelque part on dit que Sidel a été un peu abandonné à la fin de sa vie, tout ça. Bon. Qu'est-ce qu'il y a exactement? On est là pour la vérité. D'abord, je voudrais, c'est très bien que vous évoquiez cette question, parce que j'ai connu Sidel Mokhtar Ndiaye, il a été le premier, en dehors du président Mokhtar lui-même, le premier Mauritanien qu'il m'a présenté. Parce qu'il était parlementaire dans l'Union française. Oui, il a été élu en 1946 comme donc conseiller. Il était souvent à Paris, ouais. Et Mokhtar m'a tout de suite présenté Sidel Mokhtar, qui est un homme charmant. Tout à fait. Vraiment très très charmant, dont j'ai le meilleur souvenir. Ceci étant dit, vous abordez un problème important, c'est-à-dire la nature du régime politique. Bon, l'un préconisait, pour des raisons qui lui appartiennent et que je respecte, le régime parlementaire, c'est-à-dire un régime où le Parlement, par définition, a un rôle important puisqu'il fait et défait les gouvernements. Si on dit en termes simples, c'est ça que ça veut dire. Hein. Instabilité politique, gouvernementale même. Ça peut entraîner, ça a été le cas en France pendant de nombreuses années. En Italie, avant, partout. Avant 1958. Ouais. Donc, et les Français en ont souffert. Mais c'est oui. la question des Français. Moi, je parle pour la Mauritanie. Donc, le président Mokhtar, pour des raisons qui lui appartiennent lui aussi, et qu'il a choisi, donc, un régime présidentiel, c'est-à-dire un régime, il faut bien s'entendre là-dessus, un régime présidentiel, il existe en France aussi. Le président de la République est élu au suffrage universel et il a beaucoup de pouvoir. Beaucoup. Il a beaucoup de pouvoir. On parle même d'hypertrophie. En tout cas, il a beaucoup de pouvoir et c'est tant pis pour lui quelque part, puisqu'il doit rendre compte à chaque instant de chacun de ses gestes, pas non plus une sinécure. Hein. Mais bon, il a beaucoup de pouvoir et le Parlement en a aussi, puisqu'il vote les lois. On ne peut pas dire que la part est égale, je ne pense pas. Mais la France, c'est son problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la Mauritanie. Le président Mokhtar a estimé, à mon avis, à juste titre, qu'un régime présidentiel, c'est-à-dire un régime où l'autorité est quand même plus concentrée que dans un régime parlementaire où elle génère, comme vous l'avez dit, de l'instabilité et pas mal de choses pas si bonnes que ça, pour nous, dans un pays, vous l'avez tous dit d'ailleurs, l'État n'existe pas, la nation encore moins, donc au moins au début, essayons de mettre en commun l'essentiel et de faire cela. Bon, des voix, on dit, et je m'inscris en faux contre ça très solennellement ici, on parlait de despotisme ou d'autres termes durs, non. Le régime n'est même pas un régime autoritaire au sens propre du terme. C'est vrai qu'il y a eu des incidents, mais il faut dire que les plus graves incidents, ça a été après lui aussi, et je les déplore vivement, évidemment. Il y en a eu quand même de son temps, bien sûr, mais ça c'est inhérent au pouvoir. Hein. Tout le monde n'est pas toujours d'accord avec les choses, il y a des gens qui font des choses qui ne sont pas bien aussi. Enfin bon, ça n'a pas ébranlé le système, et moi je pense qu'il a bien fait de choisir ce régime présidentiel. Maintenant, les relations entre Mokhtar et Sidel Mokhtar, pour lequel je garde, je vous dis, une très grande sympathie et un très bon souvenir personnel. Bon, la politique les a séparés, mais ils ne se sont jamais insultés, ils n'ont jamais eu... Bon, ils sont deux personnes très bien élevées, je n'ai pas souvenir qu'ils en soient venus à des mots, en tout cas mauvais ou pire. Non. Non, ben oui, bon, c'est vrai que Sidel Mokhtar, il a été il a préparé en quelque sorte l'accession, il a vécu avec les Français la transition, 56, la loi 4, 57, tout ça, il a été là, et comment et précieux, et c'est comme ça que je l'ai connu d'ailleurs, comme je l'ai dit il y a un instant, à Paris, et c'était vraiment quelqu'un de très, très charmant et de très, très sage, pas du tout excité, pas du tout... Il a fait son devoir et c'est vrai qu'il faut le lui reconnaître. Moi, je n'ai pas de problème avec tout ça. Oui. Je n'ai vraiment aucun problème. Bon, c'est vrai que les choix étaient divergents, complètement divergents, et chacun tenait à son choix. Bon. C'était On a peut-être perdu quelque chose. Il aurait pu encore jouer un rôle, certainement, aux côtés du président, j'en suis sûr, grâce à son expérience. Ça n'a pas été le cas. Non, ça...
Non, mais c'était bien fait quand même, parce que bon, il dit que finalement, après un débat très long et passionné, Tout à fait. le groupe parlementaire du PRM opta le 28 février pour le régime présidentiel, 17 voix pour 4 contre et 9 abstentions. Oui. Bon. Mais Mokhtar n'était pas autoritaire, n'était pas despotique. Est-ce qu'à l'instant, on peut parler de démocratie? Je pense que ce mot est galvaudé, il ne faut pas l'employer n'importe comment. L'origine du mot, c'est un mot grec. Demos, ça veut dire le peuple. Cratagne. Donc c'est gouvernement par le peuple. Bon, peut-être que les démocraties, que les pays occidentaux, États-Unis, Europe, etc., peuvent se targuer d'être démocrates, encore que personnellement on pourrait discuter. Il y a des choses qui sont discutables. Mais quand même, ici, nous recherchons là, mais on ne l'a pas, bien sûr que non. On ne l'a pas, on n'avait pas, même avec Mokhtar. Mokhtar, c'était quelqu'un, il cherchait, il était sur le chemin, et je peux vous assurer, parce que je suis témoin, et c'est en tant que tel que je parle, que j'ai entendu dans les séminaires, et même les conseils, les séminaires, il y avait tout le monde, hein, parti ou pas parti, mais les conseils nationaux des membres du Parti du peuple mauritanien, vous vous en souvenez certainement, des congrès, on entendait des critiques très dures, dont j'étais moi-même, je ne dirais pas victime, parce que je ne suis pas victime, mais l'objet de critiques dures et insensées, fausses. Mais j'ai pu me défendre. Moi, je pense que c'est ça qu'il faisait. Ça, il le faisait très bien. Il savait écouter les gens, Mokhtar, franchement. Bon, il y avait une direction de l'État mauritanien. C'est pas tout le monde qui peut diriger, hein. Mais il savait écouter les gens. Et je vous assure, et je le jure sur tout ce qu'il y a ce que j'ai de plus cher, que quand il rentrait à Nouakchott, il avait des notes très importantes qu'il rediffusait quand il lui paraissait bien à ses ministres avec lesquels il discutait. Les gens ne parlaient pas dans le vide. Parfois, il disait des choses qui étaient trop en avance. Ça, ce sera possible dans 10 ans, dans 20 ans, mais maintenant, ce n'est pas possible. Mais parfois, c'était des choses qui étaient immédiatement acceptables et adaptables au contexte. Et je peux vous assurer que Mokhtar était à l'écoute du peuple mauritanien. Appeler ça de la démocratie, l'école de la démocratie, je préférais. Notre peuple n'est pas encore prêt, il ne l'est d'ailleurs toujours pas. On en a beaucoup de preuves. Mais c'est un long chemin. C'est un long chemin. Prenez l'histoire de la France. La France, c'était quoi? Depuis les Mérovingiens, en passant par toute la monarchie à partir du Xe siècle. Il a fallu très très longtemps à la France, 2000 ans d'histoire. Qu'est-ce qu'il y a comme démocratie? 89, 3 siècles d'histoire, de démocratie. Nous irons plus vite. Non, d'ailleurs, nous irons plus vite, mais d'ailleurs, elle a attendu le XXe siècle pour produire les despotes les plus méchants. Ça aussi. C'est paradoxalement. Bien sûr. Mais de toute façon, Mokhtar est désabusé. Il dit quelque part dans son épilogue, ça correspond à la page 265, il n'y a pas de chiffre là-bas de 664, donc ça doit être 663. Donc il est désabusé par rapport à ça. Mais en effet, il n'y a pas de paix sociale sans démocratie. Mais quelle démocratie? Il se pose la question. Cette grave problématique devra tôt ou tard, et le plus tôt sera le mieux, faire l'objet de réflexions où sociologues, théologiens, historiens et juristes mauritaniens associeront leurs compétences pour tenter de cerner ce concept et d'en proposer les modalités pratiques. Notre peuple saura en décider. Donc, on pourrait dire la Mauritanie aux Mauritaniens. Voilà, mais voilà, donc c'était pas donc c'était la recherche de la démocratie, elle n'était pas encore là, parce que les pays postcoloniaux, les États postcoloniaux étaient partagés, étaient surtout obnubilés par le mythe de développement et celui de l'unité, voilà, de l'existence, voilà, de la naissance et de l'unité des peuples, l'unité. Aussi. Un pays multiethnique, tout ça. Donc, on n'était pas. C'est une question de registre historique, si on peut dire. Mais on avance. Oui, voilà. Oui, donc, mais on me dit, on dit quelque part, ce n'est que des rumeurs, vous étiez réticents par rapport à certaines choses. C'était Mokhtar voulait aller trop vite et que vous constituiez un peu le frein par endroit. Non, écoutez, moi. Le frein à quoi? Vous êtes quand même dans le volant. Vous êtes dans le volant. Oui, bien sûr. Moi, je suis membre du Parti du peuple mauritanien, très actif. Quand on est dans le volant, on est dans le frein. Mais dites-moi, quel frein? Enfin, dans quel domaine? Ça veut dire que Mokhtar partait
à une vitesse que vous jugez un peu plus... vous avez plus de poigne par rapport à Mokhtar? Oh, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est Au clair. contraire. Le sage, c'était lui. Et moi, j'étais pas si sage que ça. Enfin, j'étais très dynamique. Mais c'est lui qui gérait tout ça. Il écoutait, il m'écoutait, il écoutait d'autres. Il écoutait tout le monde, Mokhtar. Il passait son temps à ça. Mais c'est lui qui disait la Il faisait synthèse. des choses à votre insu? Mais moi, j'étais... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mhm. Non, il y avait, au contraire, il y avait une grande harmonie entre nous sur le plan politique. Et chacun a fait du chemin vers l'autre. Mokhtar Ould-Daddah, c'est un Mauritanien, son papa, sa maman sont Mauritaniens. Il vient de ce pays, connaît ce pays, connaît ses réalités. Il a parcouru tout le pays systématiquement, la moitié de l'année, la moitié du pays chaque année. Donc tous les 2 ans, il savait, il connaissait de près les problèmes. Et moi, je suis française d'origine et j'ai pas honte de ça, c'est comme ça, je n'y suis pour rien. Mon père et ma mère sont français et j'ai dû faire du chemin vers lui, mais il a fait aussi du chemin vers moi. Quand je dis vers moi, c'est-à-dire vers mon pays, vers l'ouverture. Et ce résultat a été équilibré finalement. Moi, je me suis formidablement enrichi et j'espère que j'ai pu lui apporter quelque chose. Mais ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Bon, je le dis toujours et je le dis volontiers, et ce n'est pas de la fausse modestie. Le président Mokhtar aurait fait la Mauritanie sans Marie Ould-Daddah, ça c'est clair. Il l'aurait fait à peu près de la même manière. Il aurait peut-être eu quelques nuances, mais vous pensez bien qu'il ne m'a pas attendu pour concevoir son amour et ses relations avec ses compatriotes. Ça c'est clair, hein, c'est tout à fait clair et il n'y a pas de problème pour moi. Ok, 1960 et 66, il y a 6 ans, Mokhtar fait face à son grand défi. Un défi très grave, d'autant plus grave qu'il persiste encore. C'est l'unité nationale, c'est la scission du pays qui n'est pas souhaitable et pour laquelle il a beaucoup œuvré, il faut le reconnaître. Le 4 janvier, à Nouakchott et Rosso, la totalité des élèves noirs s'est mis en grève pour protester contre les caractères obligatoires de l'enseignement. J'ai lu mal parce que j'ai un problème de stigmatisme. Obligatoire de l'enseignement de l'arabe dans le secondaire. Et là, donc, il y a le manifeste des 19 qui suit, et puis celui des 31 d'ailleurs fonctionnaires, il n'était plus 19 enfin, 31. Et, comment Mokhtar, tel que vous vous rappelez, avez pu faire face à cette première crise? Alors, c'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre à cette question si on ne pose pas la problématique elle-même. Hein. La problématique, c'est la place de la langue arabe dans le devenir de la Mauritanie et partant de la langue française et de toute autre langue étrangère. Moi, personnellement, mon point de vue est très simple, il est d'ailleurs trop simple, parce que c'est très compliqué en fait, c'est que la langue arabe n'appartient pas à personne en Mauritanie, elle appartient à tout le monde. C'est la langue de notre religion commune, c'est la langue d'une grande littérature, et que je ne vois aucune raison de la rejeter par quiconque, qui que ce soit. Mais je pense aussi que la Mauritanie a besoin d'une langue étrangère dans ses rapports avec le monde, même si la langue arabe n'est pas parlée qu'en Mauritanie. Elle est parlée dans tout le Maghreb, dans tout le monde arabe, et bien souvent on le voit même dans des pays qui ne sont pas des pays arabes, enfin, qui le parlent en tout cas comme langue de communication avec les autres. C'est un problème grave, c'est un problème qui n'est pas résolu aujourd'hui, mais je pense que le président a fait ce qu'il pouvait pour le résoudre, ou en tout cas pour apporter les premiers éléments de solution. Et je le sais parce que en 78, peut-être en 77, mais moi je me souviens de 78, juste avant le putsch du 10 juillet, une commission nationale était réunie, très importante, très nombreuse, dont j'étais membre, parce que j'étais à la tête de je ne sais plus quel organisme de l'époque, et du parti, et nous nous sommes parlé. Moi, j'étais assez satisfaite, j'étais assez réconfortée des travaux de cette commission qui s'est terminée par le putsch, donc qui ne s'est pas terminée, parce que j'ai eu le sentiment qu'il y avait une volonté finalement de tout le monde d'arriver à une solution. Puisqu'on en était à la transcription, est-ce qu'on transcrit en lettres latines ou en lettres arabes? Donc
voilà, on était assez bien avancé dans tout ça. Je ne suis pas, je ne suis ni mauresque ni du sud de la Mauritanie, donc mon point de vue ne vaut que ce qu'il vaut. Il ne faut pas se faire d'illusions, mes sentiments ne sont pas les mêmes, mes attaches ne sont pas les mêmes, je ne peux donner qu'un point de vue tout à fait Oui. enfin, personnel. Hein. Moi, je souhaite que nous nous réunissions tous et que moi j'ai des amis de toutes parts, des amis morts, des Soninké, des Poulards, de tout le monde. Donc je n'ai pas de problème du côté de l'amitié. Je souhaite que quand même nous soyons assez raisonnables quand même pour transcender un peu ces questions et qu'on trouve des vraies solutions, parce que les solutions actuelles n'en sont pas. Les uns avec l'arabe, les autres avec le français, ne me paraît pas forcément une solution intéressante, parce que justement, avec d'autres d'ailleurs, elles divisent les Mauritaniens. Nous, il faut qu'on recherche ce qui les unit. Il y a beaucoup de choses qui les unissent, en dehors de la religion, bien sûr. Il y a l'histoire, il y a la culture, il y a beaucoup de choses quand même. Et moi, je fais confiance à mes compatriotes. Bon, Mokhtar, il a fait ce qu'il a pu. Il a été interrompu dans son cursus. Bon, dommage. Peut-être que la Mauritanie aurait avancé plus. Il ne serait pas resté tout seul. Pourquoi Madame la Présidente interrompue? C'était 20 ans quand même. Oui, ben justement, il était fatigué. Il voulait bien laisser la place. Eh bien, on l'a précipité cela, et bien, il est parti. Ça n'a pas été dramatique. Et d'ailleurs, il le dit dans ses mémoires. Le pouvoir, pour lui, n'est qu'un moyen. Ça ne suffit pas 20 ans de pouvoir? Si, c'est même plus que suffisant. Plus que suffisant. Ou bien l'œuvre était si importante qu'elle demandait plus de temps? Il y a ça aussi, mais franchement, c'est un homme et il s'est usé dans son travail. Ce soir-là, je vais vous interpeller, monsieur. Oui. Oui. J'allais vous interpeller. Vous étiez au lycée en 66, professeur? Vous étiez anciens en 66. Donc je vais vous demander par rapport à cette... comment? Attendez, j'interpelle, enfin, je termine avec la présidente. Bon, cette fois, on parle beaucoup du manifeste des 19, qui a été quelque peu diabolisé. Il était quand même méchant à un certain moment, parce qu'il tranchait dans les... des amis parmi eux. Voilà, il tranchait dans les vifs. Ah oui. Voilà, nous ne voulons pas de l'arabe. Nous voulons ceci, il faut que tant de noirs dans l'administration, mais aussi le tract, il n'y avait pas le tract des 19, mais il y a le tract des morts aussi. Il y a un tract bédane. Voilà, donc la crise était d'autant plus grave que les communautés étaient à couteau tiré. Mais Mokhtar, je pense, est-ce qu'il n'a pas été utilisé des moyens très forts? Et surtout que, voilà, ce jour-là, il y a un bruit de bottes. Rumeur de coup d'État. Vous étiez avec lui dans l'avion, avec Mohamed Cheikh. D'ailleurs, selon les idées reçues, Mohamed Cheikh était son cousin, il avait préparé un coup d'État. Qu'est-ce qu'il y en a exactement? Mais ça, vous ne savez pas? Honnêtement. Aucune idée. C'est quelle année ça? Ça, c'est 66. 66. Pendant les événements. Il dit voilà, Mokhtar, vous étiez quelque part au Mali. Mokhtar n'a pas. Vous vous rappelez là, cette Ali, pouvez nous édifier sur ce point de l'histoire? Non, de toute façon, on n'est pas les sur l'avion, non? Sur le reste. Voilà. Donc, on ne sait pas, bruit de bottes, coup d'État. Bon, la caravelle de Mokhtar ne devait pas atterrir parce que le directeur adjoint du cabinet, Ahmed Bezaid Mesker, dit allez-y, n'atterrissez pas en Nouakchott. C'était quoi ce micmac? Vraiment, je ne peux pas témoigner. Voilà, donc, sincèrement, je n'ai pas, honnêtement, je n'ai pas un souvenir très précis de cet incident. Oui. Et la sanction de BMS, Mamadou Sambouli, n'est-elle pas quelque peu disproportionnée avec l'honneur que je dois à Mokhtar, un président de parlement et qui passe chef d'arrondissement de Singeti, de Ouadane. Ça, il faut demander à Mohamed. Ah oui, d'accord, allez-y. Il n'était pas encore à la présidence, il était en 66, il était professeur. Il y a d'autres plus, mais je connais assez bien l'ensemble de ce dossier. Allez-y. Je voudrais simplement apporter un certain nombre d'éléments. C'est que, effectivement, en 1966,
au mois de février, il y a eu cette grève ici à Rosso. Il y a eu le manifeste de 19. Je suis très à l'aise d'en parler parce que tout à l'heure j'ai évoqué 2 points. Premièrement, Mokhtar n'a jamais considéré que la Mauritanie est totalement arabe. Elle est arabo-africaine. C'est un trait d'union. Bon, certains ne veulent pas parler de trait d'union. Mais Mokhtar n'a pas inventé l'arabité de la Mauritanie. Qu'il soit arabe, c'était évident, mais ce n'était pas un produit à vendre ou à acheter. Il y avait, avant la colonisation, une civilisation arabo-islamique qui, depuis au moins l'Empire du Ghana jusqu'au XIXe siècle, était là le ciment de toute l'ère sahélienne et saharienne. Et au nord comme au sud. Et il n'y avait absolument aucun esprit de supériorité raciale ou de couleur. Sur le problème de la couleur d'air, c'est une incidente que je voudrais simplement placer, c'est que parmi les plus grands émirs de ce pays, c'est les gens de cheveux très crépus et très noirs. Non, les blancs. Et c'est assez connu, mais je passe. L'essentiel, c'est que j'ai parlé tout à l'heure. Eli Walhamdoubi était fils de Djembat Mbodj. Et voilà, il vient de... Abdrahman, le Seyd Ahmed. Exactement. Tous, ça n'a jamais constitué un complexe. Et ensuite, la langue arabe était lingua franca. C'était la langue, pas seulement de l'islam, mais de civilisation. Les correspondances, c'était en arabe. Les écrits étaient en arabe. Et il n'y a jamais eu de complexe. Et ensuite, les lettrés arabes et les lettrés non arabes étaient à égalité sur le problème de la langue. Et sur le problème du droit, puisque c'est le droit qui unissait le plus, à preuve, une chose, c'est que malgré la diversité des émirats, des chefferies traditionnelles, toutes indépendantes les unes des autres, ces autorités-là appliquaient les fatawi, les fatwas, émis par n'importe quelle autorité au sud comme au nord de la Mauritanie de la même façon. Il n'y avait pas du tout une autorité spirituelle au nord qui commandait le sud ou au sud qui commandait le nord. Et il y a eu des émirats au sud aussi, les Almamis, qui sont très connus depuis Abdelkader, et de très grands Almamis. Mais j'ai insisté sur un autre aspect, c'est que au Festival culturel panafricain, j'étais très à l'aise. Toutes les composantes ethniques ont participé à la préparation et à la présence de ce festival. Elle est venue à Alger, non pas en tant qu'arabe, mais en tant que Mauritanien. Et c'est un témoignage que j'apporte. J'apporte deux autres témoignages. L'un de mes meilleurs amis, c'était Khan Eliman, rahmatullah alayh, qui était professeur d'histoire et géographie. Il avait déjà quitté le gouvernement parce qu'il avait signé le manifeste 19. Mais de 71 à sa mort, c'était l'un de mes plus grands amis. On restait des heures à discuter, seul à seul. Et le président Mokhtar, quand il avait quitté le gouvernement, le recevait quand il venait ici, puisqu'il était au BIT. Et quand il le recevait, il restait 2 heures de temps ensemble à discuter, mais sans aucun problème. Diop Mamadou Amadou, décédé récemment, rahmatullah alayh, c'était l'un de mes meilleurs amis aussi. Il était aussi ministre de l'Éducation, justement, du président Mokhtar Dada, éducation nationale, au plein sens du mot.
Et il a participé, bien sûr, aux réformes qu'il y a eu. Ces réformes ne visaient absolument pas l'exclusion. Madame la Présidente a rappelé tout à l'heure le fait qu'en 78, 76, 77, 78, il y avait l'Institut des langues nationales parce qu'on voulait réellement, pas réhabiliter, et donner leur place aux langues nationales, suivant des modalités à discuter entre tous les citoyens. Et sans aucun parti pris. Il fallait qu'elles soient effectivement des langues nationales. Et on a aménagé à la radio, puisqu'il n'y avait que la radio, il n'y avait pas de télévision à l'époque, des temps d'antenne à toutes les langues nationales. Je voudrais ajouter à ceci un aspect très important. En 1973, au même mois de février, l'ancien président libyen, Gaddafi, est venu ici en visite officielle et il a proposé au président Mokhtar, dans la réunion finale à Attar, de financer l'ensemble du budget d'éducation nationale de la Mauritanie pendant 10 ans, du manuel à l'enseignant et bien sûr l'ensemble des charges, et y compris bien sûr les constructions des bâtiments et de l'enseignement maternel à l'enseignement supérieur. Le président Mokhtar lui a répondu en ces termes: je vous remercie beaucoup, nous vous remercions beaucoup, vous nous avez beaucoup aidés, et dans beaucoup de domaines que je ne cite pas, mais nous sommes un pays pluriethnique. Nous n'entendons pas du tout sauter les États. Nous faisons la politique de ce que nous sommes et non pas autre chose. Et nous avons une réforme de l'enseignement. L'arabisation est une arabisation acceptée par tous et progressive. Si vous prenez l'enseignement, c'est tout le système d'enseignement que vous allez prendre en charge, pas seulement l'arabe. Et deuxièmement, ce que je vous demande, c'est de nous financer plutôt l'Aftout Sahli. Nous manquons totalement en Nouakchott. Et puis, sur à peu près 174 km, il y aurait une nappe souterraine qui ferait de ce pays, justement, cette Suisse, de l'Afrique. Oui, de l'Afrique qu'il souhaitait faire, c'est-à-dire des projets intégrés agro-pastoraux, et c'est la priorité pour nous. Et l'autre aspect, nous nous en chargeons avec nos moyens propres, nos moyens humains d'abord, et ensuite, c'est des programmes acceptés par tous. Il n'y a pas eu du tout, à ma connaissance, et je l'ai côtoyé assez souvent et assez longtemps. C'était un privilège pour moi, et je sais qu'il n'y a jamais eu dans son esprit la volonté d'exclure une langue nationale pour diriger l'arabe en langue de domination dans ce pays. Mais que l'arabe soit langue nationale, langue officielle, il s'y est attaché aussi de façon très claire, sans hypocrisie aucune. Et c'était normal. Il y a d'autres pays, la France ou l'Espagne. Vous parliez tout à l'heure de... Bon, c'est une incidente, la démocratie, mais l'Espagne, jusqu'à Franco, jusqu'en 1975, n'était pas démocratique, si démocratique que ça. Salazar, c'était pas la démocratie au Portugal. C'est une incidente, simplement. Mais je répète simplement que le président Mokhtar a tenu absolument à ce qu'il n'y ait pas de racisme dans ce pays. Et je vous dis qu'il a tenu constamment, régulièrement, à ce qu'au niveau du gouvernement, par exemple, les intérims de la présidence de la République soient tour à tour de rôle entre tous les ministres, sans chercher à dire que ça appartiendra aux Soninké, aux Alpulaar,
ou aux morts. Non. Sid Ahmed Diagana, c'est peut-être l'un, rahmatullah alayh, l'un de ceux qui ont été les plus constants intérimaires du président de la République. Salah Abdelaziz un peu, et d'autres, Ahmed Saleh un peu, mais c'était simplement parce qu'ils occupaient tel poste de souveraineté à tel moment, et aucun poste de souveraineté ou économique n'a été réservé à une ethnie plutôt qu'à une autre. Wan Biran était ministre des Affaires étrangères, un brillant ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui est allé le premier à être envoyé en Chine. C'est Dr Bokar Alpha qui a dirigé la délégation mauritanienne composée de Hadram al-Khatri, rahmatullah alayhi, et d'autres au Caire pour la première rencontre avec le président Nasser. Et sans aucun complexe et sans aucune instruction du président de la République de dire non, on veut du nasserisme ou on est contre le nasserisme. Je vous souhaitais apporter ces précisions, vous excusez, j'étais long. Non, non, c'était constructif. Je pense même pour le changement d'aide de camp, il n'y avait pas de problème. Je vois Mohamed Sidia. Bon, je ne sais pas si c'est son cousin, mais il y a commandant Diallo commandant Diallo, il y a Kamara, il y a Haruna comment Nyang, Haruna. Bon, c'était aussi, sur ce plan de la sécurité même, il n'était pas trop regardant sur l'ethnie, tel qu'il paraît, tel qu'on l'a vécu. Ok, mais quand même, il y a des idées qui ne sont pas nécessairement vraies. Madame, si on disait que Mokhtar était népotiste, on népotique. Népos, je vais un peu de science, de scientifique, je ne sais pas. Népos en grec, ça veut dire. Approchez s'il vous plaît. Ça veut dire le neveu, népos. Donc le népotiste, c'est celui qui sert son neveu, c'est-à-dire son parent. S'il est au monde, je dis bien au monde, quelqu'un qui n'est pas népotiste, c'est bien Mokhtar Ould-Daddah, franchement. Comment gérait-il cela? Bon, ses enfants étaient très jeunes, donc il n'avait pas ni à les favoriser, ni à les défavoriser, mais eussent-ils été adultes, ça aurait été la même chose que ce que je vais dire à l'instant. Comment a-t-il fait l'équilibre? C'est très important, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il défavorise sa famille, sous prétexte que c'est sa famille. Donc, il a tenu cette attitude d'équilibre extrêmement délicate, de faire en sorte qu'il ne favorise pas les siens, il n'y a aucune raison qu'il les favorise, il n'est pas convaincu de ça du tout, mais non plus, il ne veut pas les défavoriser s'ils ont les compétences requises, meilleures que d'autres, en l'occurrence, pour un poste quelconque. Donc il a tenu cela, ça ne lui a pas fait, je ne donnerai pas de détails, que des amis dans sa famille, il faut le dire aussi. Tout le monde n'a pas compris cette exigence fondamentale de justice, parce que c'est la justice. Quelqu'un est compétent, il n'est pas à sa famille, et ben il est nommé à un poste, c'est tout, point final. C'est clair. Oui, parce qu'il est mieux pour la Mauritanie que l'autre qui n'a pas les compétences. Lui, son objectif, c'est l'intérêt du pays. Donc, si un parent correspond à les coordonnées, les compétences qu'il faut pour servir, il ne va pas le sacrifier, mais il ne va pas non plus le favoriser. C'est très simple, et en même temps très compliqué pour lui. Il ne s'est pas fait que des amis, mais je crois que ça lui était assez indifférent, dans la mesure où il veut servir l'intérêt du pays, et rien d'autre. Je voudrais revenir quand même une minute sur les questions culturelles. On n'a pas évoqué, et c'est plutôt une question que je poserai à mes compatriotes, qu'ils soient du Nord ou du Sud, ici. Personne n'a évoqué le rôle du français et de la colonisation et de la langue française quand même, qui est venue ici, qui est arrivé, qui est tombé du ciel. Incognito. Oui, plus ou moins. Bon, et qui s'est installé davantage dans le sud sédentaire que dans le nord nomade. Est-ce que c'est une vue de l'esprit de Mariam qui voit les choses à sa manière, ou est-ce que ce fait historique a joué un rôle quand même dans les questions culturelles que nous avons vécues et que nous continuons à vivre? Ah oui, voilà. Donc il faut en parler quand on parle de ce problème, c'est important. Bon, c'est vrai, et on l'a dit ce soir,
que la présence française pendant la période coloniale était légère. Il y avait des postes un peu, bon, des cercles, je ne sais pas, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quand même quelques-uns, avec un administrateur à la tête, des adjoints, etc. Mais bon, c'était très léger, mais l'administration, elle se faisait en français. Donc, bon an, mal an, le français a pris sa place, bon, plus, je suppose, chez les sédentaires que chez les nomades. Mais c'est ma vision, et moi, je n'étais pas là pendant la période coloniale, j'étais d'ailleurs pas, plus ou moins pas né, Dieu soit loué. Donc, en tout cas, au début, c'est un aspect qu'il faut mettre sur la table quand on parle des problèmes culturels en Mauritanie, me semble-t-il, aussi, avec tout ce qu'on a dit par ailleurs. Et voilà, il dit, Mokhtar lui dit même par rapport à la question du népotisme, il y a une autre apparence de népotisme, page 411, une autre apparence de népotisme encore plus flagrante, disons encore, la nomination de proches parents, dont mes 3 frères, à des postes de haute responsabilité, ministre, ambassadeur, haut fonctionnaire. Mais là aussi, il y a une explication objective, dit-il. En effet, pour les raisons déjà exposées, tous ses parents, et notamment mes 3 frères, étaient des cadres universitaires, cadres dont notre pays avait cruellement besoin. Mais ça c'est vrai dans l'absolu, mais au fait la Mauritanie n'était pas très mieux pour voir 3 ministres dans des postes équivalents des ministres. On ne pouvait pas faire autrement. Les cadres étaient assez rares quand même. N'oubliez pas que le premier groupe d'universitaires, et il y en a ici, je pense, de ceux-là, est arrivé le groupe en 71, dans les années 71-72. Donc avant, on faisait avec ce qu'on avait, et ça n'est pas péjoratif ce que je dis, ça n'est pas péjoratif. Les gens qui étaient avant ce flot universitaire d'arrivée est très respectable, c'est-à-dire les gens ont fait ce qu'ils ont pu là où on les a nommés, et ils ont tout le mérite. Moi je pense qu'il faut leur rendre hommage, parce que eussent-ils eu un certificat d'études ou un brevet, mais ils étaient dévoués à la cause nationale, ces gens-là. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Moi, je crois qu'il ne faut pas oublier ça, mais il n'y avait pas de cadre supérieur, quasiment pas de cadre supérieur. Donc, votre question, c'était pour le cumul des frères. Les frères, s'ils avaient la compétence, on les a nommés à des postes, et puis ils étaient encore, à l'époque, parmi les cadres assez rares, malgré tout. Il n'y avait pas tellement de choix. Hein. Comme je l'ai dit, on n'a pas voulu les sacrifier parce qu'ils étaient leurs frères, ses frères. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, le président Mokhtar, c'est ça aussi qui le caractérise. Il cherchait toujours la solution la plus juste. Franchement, je ne veux pas en faire un surhomme. Hein. Il n'y a pas de surhomme sur cette terre. Hein. Mais c'est quand même quelqu'un qui était en quête permanente, vraiment, de ne pas taper à côté. Quoi. Il a commis des erreurs. Hein. C'est un être humain. Peut-être qu'il a pris des décisions qui auraient pu être meilleures, je n'en sais rien, mais franchement, son intention était pure, vraiment. Il voulait les bonnes solutions, mais il n'est pas un homme qui peut faire des miracles. Il a essayé de s'entourer d'hommes qui servaient cette vision. Okay. Merci. Avant d'entamer un sujet très très important, qui est par ailleurs aussi important qu'il est cher à Feu Mokhtar, celui de la réunification nationale. Et je passe la parole au doyen. Moi, je voudrais... En espérant que ça sera court, parce que... Mais rapidement, c'est les 20 ans de pouvoir de Mokhtar Dada, parce que j'estime que c'est 20 années de crise. On a parlé des problèmes avec Sidi Mokhtar, mais je crois que les problèmes de Sidi Mokhtar, c'est une crise beaucoup plus profonde, parce qu'elle opposait Mokhtar Dada à l'ancienne élite. N'oubliez pas que Sidi Mokhtar est parti, mais il y a eu Soudan Cheikh Sidiya qui était président de l'Assemblée nationale qui a démissionné. Il y avait Hamoud Ahmedou qui était président de l'Assemblée nationale qui a démissionné. Il y avait le feu de Drar à l'USMM, ainsi de suite. Donc la crise était plus profonde. Elle a opposé Mokhtar à l'ancienne élite tribalo-caste, ainsi de suite. Il y a eu la crise, après il y a eu bien sûr les crises de 66. Il y a eu la crise du Sahara, mais bien avant la crise du Sahara, il y avait même des problèmes au sein des pouvoirs, certains qui discutaient. On parlait beaucoup de démocratie dans du pouvoir. Donc c'est sur 20 années en fait de crise qu'il a eu géré chaque jour. Et en même temps, c'est le plan. Moi j'ai lu sur les livres, ça m'a étonné, c'est le plan personnel, c'est le plan de la maison. C'était pas, comme on dit chez nous, c'était pas l'hivernage. Il y avait pas. Il vous appelle sa ministre des Finances personnelles parce que la famille ne coulait pas sous l'argent. Et puis,
Comment en arrive-t-on à vivre toutes ces crises en 20 ans? Ça n'a pas dû être facile tout cela. Aussi bien sur le plan politique que sur le plan personnel, je veux dire. Vous voulez que je dise ce que j'ai cru comprendre du président ou mon sentiment personnel? C'est que les deux. Oui, moi je pense que le pouvoir, quel qu'il soit, démocratique, autocratique, est générateur de difficultés. Oui, tout à fait. Bien le comprendre. Tout à fait. Ça n'est pas original pour le régime du président Mokhtar Ould-Daddah, d'autant plus que ces 20 premières années ont été vraiment, comme vous l'avez dit dans votre introduction, des années particulièrement difficiles, à cause en particulier, pour beaucoup de raisons en fait. Hein. Il fallait d'abord, à mon avis, assurer l'existence de la Mauritanie, mais pas seulement vis-à-vis de nos voisins gourmands, pas seulement. Dans le processus de décolonisation des esprits. Il était audacieux, le président Mokhtar, n'oubliez pas. Là, je suis obligé de parler un peu de politique extérieure. De la France, il en avait besoin. La France, d'abord, c'est le pays qui connaît le mieux la Mauritanie, pour l'avoir conquis et occupé pendant une soixantaine d'années. Oui, enfin, non, moins que ça. 1900 à 1900, une soixantaine d'années. Mokhtar est francophile. Approchez le micro. Mokhtar est francophile, il est francophone aussi, bien sûr, mais francophile. Mais sa francophilie connaît des limites. Et les limites, c'est son nationalisme, c'est l'amour de son pays et c'est la confiance dans ses compatriotes. Il pense que la Mauritanie sera faite par des Mauritaniens. Avec l'aide, bien sûr, du monde entier, si c'est possible, mais donc c'était un changement de mentalité. On n'en a pas parlé non plus de ça, de la colonisation. La colonisation, c'est égal passivité. Voilà, on devient passif, on laisse faire les choses par les autres. Quand l'indépendance arrive, on assume soi-même ses responsabilités. Et c'est un autre topo, comme on dit familièrement. Hein. C'est un autre, oui, c'est plus compliqué. Donc, moi, je veux bien qu'on intègre dans cette discussion fort passionnante, par ailleurs, le rôle aussi de cette colonisation dans nos points de vue culturels, quand même, et je vois que je ne suis pas contredite par les camarades qui sont là. Tout à fait. J'aime bien parler de l'intégrité morale de Mokhtar. Justement, doyen Berouk l'a frôlé, d'ailleurs a raison. Voilà, c'est très intéressant, mais aussi curieux quand même. Vous ne pouvez pas faire comprendre ça en Mauritanien lambda, que la présidente et monsieur le président, c'est arrivé à De Gaulle et Yvonne d'avoir des fins de mois difficiles. Quelque part, il dit qu'il fallait prêter de l'argent avec de Campourcy. Monsieur Larue, il fallait que Mariam vende un peu des bijoux en bois. Comment on peut comprendre ça aujourd'hui? Ça, c'est un sujet en or. Ok, non. Un sujet en or. Non, mais vous l'abordez très très bien. Il faut l'aborder. Merci. Bon, très simple. Hein. Pour Mokhtar, le trésor public, c'est le trésor des Mauritaniens. Tout à fait. Qui appartiennent à chaque homme et à chaque femme de ce pays. Et pas à lui en particulier. Ça, c'est un. Deuxièmement, et ça, comme j'étais, il le dit, j'étais son ministre des Finances, et c'était difficile parce qu'il n'y avait pas grand-chose dans la caisse, pour la simple raison que les salaires des responsables étaient faibles. Bon, vous étiez ministre de la Dèche, pas des Finances. Oui. Parce qu'il n'y a pas de sous. En quelque sorte. Et c'est vrai, c'est parfaitement vrai, et j'en suis pas honteuse, et j'ai toujours remboursé mes dettes, que nous avons eu des fins de mois difficiles et que des amis, surtout européens d'ailleurs, qui étaient en... J'ai pas dit la dette, j'ai dit la Dèche. Non, mais c'est les deux. Les deux. Ensemble, nous ont aidés, mais ils sont hélas disparus aujourd'hui, mais sans que je leur doive le moindre sou. Bon, le président me faisait une confiance absolue pour un petit budget qui n'était pas difficile à gérer parce qu'il était petit. Et j'avais quand même 3 enfants. Non, on ne mourait pas de faim, il ne faut pas exagérer. Hein. Oui, non, soyons. Mais c'était vraiment, on avait le minimum pour. Voilà. Et je vais dire une anecdote qui illustre ça. Quand il s'est agi de faire le voyage officiel en France en 1962, moi, j'avais des boubous, des malfas, enfin, j'avais des costumes traditionnels, je m'habillais beaucoup comme ça à l'époque. Et j'avais pas vraiment une garde-robe correcte pour aller à Paris. Il a fallu vraiment que je plaide pendant des jours
pour que l'État mauritanien accepte de faire une petite chose pour moi quand même, pour qu'aux côtés du président, je sois dans une apparence correcte. Ça a été l'objet de discussions houleuses, dont je me souviens avec plaisir d'ailleurs, avec le président Mortard. Non, pour lui, vraiment, le trésor public, c'était le trésor public. Ça n'appartenait à personne et à tout le monde. Bon. C'est clair, et d'une manière rigoureuse. Et si rigoureuse que ceux qui qui ont eu l'audace de violer cette règle ont payé de leur... pas forcément de leur liberté, mais de leur responsabilité. Il les a systématiquement vidés de là où ils étaient. Vous aviez bien compris comment il dit voilà, à Mobutu Sese Seko, je veux plus de ces 50 millions de trucs, ou bien non, du roi Faisal. Avec Mobutu, il a pris, mais pour créer l'ENS. Tout à fait. Pour l'ENS. Oui. Et Houphouët-Boigny a envoyé une valise de 25 millions de dollars, quand même, de francs. Comment ça, Mohamed Ali doit le savoir encore mieux que moi. Moi, je n'étais pas présent, mais le président me racontait. L'argent arrivait en espèces. 2 milliards de francs CFA. Oui. 2 milliards. En espèces sonnantes et trébuchantes. Le président pouvait faire ce qu'il voulait. C'était du feu. Mais c'était comme pour lui, c'était comme du feu. Il a envoyé ça immédiatement au trésor, et il a aussi un usage évidemment heureux, comme des bâtiments, d'éducation, des choses comme ça. Faisal 1 milliard. Faisal 1 milliard. 1 million de dollars. Mobutu 500 millions de CFA. Et puis on a créé quand même l'ENS avec. Et voilà. Mais plus intéressant, ce sont les corruptions, les tentatives de corruption auxquelles la FIFA face. Quand un vieux traditionnel, il s'appelle Oulad de Boumdil, de Marabout de Boumdil, lui amène de l'argent. Et puis au Japon, il compte certains trucs qui sont difficiles quand même. Oui. Comment? Dans l'esprit de Oulad, je ne crois pas que c'est la corruption. Non, c'est pour lui, non, c'est un don à la Mauritanie, c'est là. Non, Mokhtar même a dit ça. Mais pour le japonais, les Japonais, c'est un paquet. Une valise, carrément. Oui. C'était mal connaître le président. Bélouk, si tu parles, tu prends le micro. Et vous savez, son exigence d'honnêteté, elle est très loin. Je vais vous raconter une toute petite anecdote. Allez-y. Oui. Ça se passait, je crois que c'était au Zaïre, à l'époque on l'appelait Zaïre. Le président Mobutu, non, je crois que c'est... j'ai oublié le pays, mais peu importe. Non. Bref, non, peu importe qui est qui. On m'offre dans une boîte des petites pierres semi-précieuses, il y en a 2 ou 3, semi-précieuses, c'est pas des diamants, mais c'est des jolies pierres. Bon, le président voit ça, il dit c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je dis on vient de m'apporter ça. Oh, qu'est-ce que... Enfin, il commence à faire des difficultés, des petites choses qui ne valent pas grand... Enfin, c'est pas de la pacotille, mais ça ne vaut pas grand-chose. Il était extrêmement exigeant. Une autre fois, dans un pays africain, le président me propose, dit qu'il n'a... Moi, c'était au Tchad, je me souviens très bien. Vous savez, ici, il n'y a pas de bijouterie, il n'y a rien. Moi, il me prend pour une européenne comme les autres, que je ne suis pas. Donc, les bijoux, etc., j'en ai rien à faire, strictement. Donc, il a dit, vous savez, ici, il n'y a pas de bijouterie, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc, il m'a fait remettre par son protocole une enveloppe d'argent. Mais c'était 10 millions CFA, si j'ai bonne mémoire. Moi, ça m'a paru une fortune. Quand Mokhtar a vu ça, il a dit, oh là là, attendez une minute. Il a rassemblé toute la délégation. Il a dit, voilà, on vient de donner 10 millions CFA à Mariam. Et je lui demande d'affecter ça. On avait à l'époque un atelier de couture, je l'ai fait volontiers, aucun problème. Et on a acheté des machines à coudre, etc. Non, il était très exigeant. Tout à fait. Oui. Pas des paroles, c'était des actes. Mais quand même, bon, écoute, je veux parler avant que l'heure ne s'épuise, de la réunification nationale qui est très importante. Au début ce n'est pas vraiment le sujet, mais au début de ce chapitre quand même, chapitre 23, 23, quelque part, c'est le 640, je pense. Il parle du coup d'État du 16, de la tentative 16 mars. En page 641, si je ne m'abuse, il dit que voilà, il
il s'agit, bon, il dit, je veux ici, avant d'évoquer cette période capitale et douloureuse, rendre un hommage national et combien mérité à ceux de nos officiers ayant participé particulièrement et glorieusement représenté notre armée. Il s'agit du commandant Souidat Oulouaddad, officier parachutiste, mort au combat le 20 janvier 1976, que Dieu ait son âme, avec ses hommes, en défendant notre position d'Ain Bentili et du colonel Mohamed Ould Abdelkader Dikader, commandant notre aviation pendant la guerre et fusillé le 26 mars 1981 avec ses compagnons, le colonel Ahmed Salim Sidi, les lieutenants Niang Issa Dissala et Mohamed Doudou Sek pour avoir voulu rétablir la légitimité. Là, qu'est-ce que vous voulez dire, Feu Mokhtar? Bon, le 16 mars, il était informé, pour lui, il fallait revenir au pouvoir à la faveur du 16 mars? Non, si j'ai bien compris. Je ne sais pas, bon, la légitimité, c'est le 16 mars ou les... Oui, non, ça, écoutez, il a parfaitement dit, parce qu'il a vécu cette époque-là. Moi, je ne l'ai vécu que par lui. Après le coup d'État du 10 juillet 1978, il ne veut absolument pas. Même pas les premiers mois? Non, absolument pas. Je suis formel là-dessus. Je suis formel. Non, absolument pas. Non. Il y a eu des tentatives, peut-être d'autres, mais lui n'était pas, je vous en prie. Voilà, non, il n'allait pas revenir, non. Et surtout pas dans les bagages de quiconque. Non. Donc, si tu permets... Sinon, il l'aurait dit. Il est très transparent, il l'aurait dit dans cette son guerre livre. du Sahara, un petit élément sur la réunification nationale. Ahmed, dis l'élément. جاءوا للاطلاع مباشرة على عملية التوحيد ركز أمامهم على المجهودات التي استخدمت لإنجاز التوحيد الوطني بالطرق السلمية. لقد فهم المغرب الشقيق شرعية قضيتنا بعد عدة اجتماعات ومناقشات، وهكذا فإن البلدين المغرب وموريتانيا قد أعلنا عن كونهما معنيين مباشرة، بينما أعلنت الجزائر عن أنه ليست لها دعاوي إقليمية في الصحراء. ومع ذلك فقد عملت موريتانيا كل ما في وسعها لإشراك الجزائر طبقا لسياسة التشاور التي بدأناها في نواذيب وتابعناها في الرباط وأكادير. والآن تحقق التوحيد وأصبح أمرا لا رجعة فيه. وهكذا أصبح التشاور الذي كان ثنائيا تشاورا ثلاثيا. لذلك التقى الرئيس بومدين والملك الحسن الثاني والرئيس المختار الدادا خلال مؤتمر القمة المنعقد في نواذيب سنة 1970، وقرروا التشاور للتعجيل بتحرير الصحراء. والتقوا من جديد في الرباط سنة 1972 وفي أكادير سنة 1973. ولما أحست إسبانيا بأنها جردت من أحد الأسلحة الأساسية التي كانت تستخدمها لاستمرار وجودها في الصحراء، أعدت العدة سرا لإنشاء دولة صحراوية موالية لها.
حدث بعد ذلك تطور جديد في شهر شتنبر سنة 1974 خلال مؤتمر قمة الجامعة العربية المنعقد بالرباط. فقد انسحبت الجزائر من التشاور الثلاثي معلنة مع ذلك أنه ليست لديها مطالبة إقليمية في الصحراء وأنها مستعدة لأن تبارك أي اتفاق موريتاني مغربي حول القضية. أخذ رؤساء دول الجامعة العربية علما بهذا الانسحاب وأعلنوا بالإجماع الطابع الموريتاني المغربي للصحراء. Voilà, donc nous retenons, ce documentaire n'est pas de nous, il est de la présidence, donc les archives. Il marque la fin de ce qu'on appelle peut-être l'amour des amours entre l'Algérie et nous. 70, c'est le Nouadhibou. Voilà, donc l'Algérie n'a pas de réserve par rapport à Sahara, pas de problème, allez-y. Et puis le 14 novembre 1975, c'est l'accord tripartite pour l'administration du Sahara occidental. Mais patatras, l'Algérie commence à mettre le bâton dans les roues. C'est vrai, au passage, il faut dire que la coopération a été très intéressante en certains moments. Quand Mokhtar relate la création de la BCM, les efforts consentis par l'Algérie, la formation de cadres, dont même Ahmed Dada et Ibn Jara et consorts, les grands cadres financiers en ont profité. Mais finalement, les choses se gâtent à Colin Béchar. Et quelle réminiscence vous avez de ce détour, de ce changement de cap et de nos relations avec l'Algérie qui vont catalyser un peu le conflit et les choses qui vont suivre après? Je voudrais d'abord insister sur un fait, c'est que je pense que les fondations de la Mauritanie ont été assez bonnes. Parce que malgré toute cette guerre qui a été extrêmement coûteuse, douloureuse, la Mauritanie existe aujourd'hui. Elle va encore mieux puisqu'aujourd'hui aussi, dans cette atmosphère où on était sevré de parler de Mokhtar et de cette période fondatrice, on peut parler de Mokhtar et de cette période fondatrice librement dans ce pays. Et je crois que c'est ça d'abord ce qui était important, parce que la réunification suppose quoi? L'existence de la Mauritanie, et elle est sauvegardée malgré tous les problèmes qu'il y a eu. Je souhaitais dire cela avant de passer au vif du sujet. Il y a eu d'abord le départ inattendu de l'Espagne du Sahara. L'agonie de Franco a fourni cette occasion. Donc, ce n'était pas quelque chose qui est venu de la Mauritanie, ni du Maroc, ni de l'Algérie. C'est l'histoire qui a posé une équation nouvelle dans la région. Et il s'est trouvé que entre le Maroc et l'Algérie, il y avait un contentieux assez lourd depuis 1963, la guerre des sables. Le Maroc revendiquait Tindouf et au-delà même. Et par la suite,
lorsqu'il y a eu la normalisation des relations entre la Mauritanie et le Maroc, en 1969, au mois de septembre, on s'est focalisé sur le problème du Sahara, mais sur le plan des principes, pas sur le plan de l'action militaire du tout. Et cela est resté tel jusqu'au remue-ménage qu'on a commencé à sentir en Espagne. Là, l'Algérie a demandé avec beaucoup d'insistance, en contrepartie, premièrement, de la reconnaissance de la Mauritanie, qu'est-ce que la Mauritanie peut offrir au Maroc. Le roi a proposé, c'était normal, qu'il y ait une association de quelque nature entre les deux pays. Le président Mokhtar Ould-Daddah a dit que la souveraineté de la Mauritanie n'est pas négociable. Et l'Algérie a dit, elle aussi, au roi du Maroc, nous avons un contentieux entre nous sur les frontières. Il faut qu'on ait des assurances, plus que des assurances, des garanties que ce contentieux sera réglé avant qu'on passe à autre chose. Nous soutenons le fait que le Sahara doit être au Sahraoui. Et la Mauritanie et le Maroc sont des parties intéressées et concernées. Nous ne sommes pas une partie dans l'équation. Mais nous n'accepterons pas du tout que le règlement ait lieu avant qu'il y ait des garanties de stabilité régionale et d'abord vis-à-vis de nous. Et le roi du Maroc a répondu qu'il prenait l'engagement de donner ces garanties. Seulement qu'il a des problèmes intérieurs, parce qu'il y avait la tentative de coup d'État de Seyrat et ensuite celle de Fkir. Donc il ne maîtrisait pas totalement l'armée marocaine. À l'époque, il a dit, laissez-moi le temps de maîtriser l'armée marocaine et je règle le reste. D'autant plus que même au plan intérieur, l'Istiqlal n'était pas d'accord pour la reconnaissance de la Mauritanie. Nous avons à calmer aussi l'Istiqlal. Donc j'ai des problèmes intérieurs, j'ai besoin d'un peu de temps. Attendez que je fasse l'ordre dans la cabane. Exactement. Et 2 ans, 3 ans passent, il n'y a pas de ratification. Les Algériens sont énervés. Le président Boumedienne a dit, écoutez, c'est terminé. Nous ne faisons pas confiance au Maroc. Le Maroc ne ratifiera jamais les accords déjà conclus, et notamment, vous avez rappelé la réunion d'Agadir, et à cette occasion, il y a eu des engagements tout à fait formels de la part du roi du Maroc, de ratifier très rapidement après des élections qu'il organiserait pour qu'il y ait une assemblée et que le peuple marocain soit associé à la ratification. Par la suite, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça ne s'est pas réalisé et la détérioration de la situation s'est accélérée en Espagne. Et l'Espagne voulait quitter sur la plante des pieds. Et donc, les choses se sont accélérées. Voilà le début du déclenchement de la guerre du Sahara. Ceci dit, maintenant, la Mauritanie, depuis 1957, le 1er juillet, le discours du président Mokhtar à Attar, qu'il n'était qu'un rouage, le rouage le plus important, mais d'un territoire doté seulement de l'autonomie interne, revendiqué le Sahara espagnol, la réunification. C'est-à-dire que ce n'est pas né comme ça, c'est sa conviction. Et je voudrais apporter 2 éléments maintenant importants avant de passer à autre chose. Premièrement, c'est très intéressant. On va écouter le discours de Mokhtar en 1957 pour rafraîchir la mémoire. Réalisation.
وكما أكدت في أول كلمة علنية أتيحت الفرصة لإلقائها في داخل الوطن بأطار فاتح يوليو سنة 1957. لقد اعتبرنا ونعتبر قضية الصحراء قضية موريتانية داخلية، لأن الأمر يتعلق بجزء لا يتجزأ من موريتانيا. وإلى حد سنة 1970 كانت المشكلة الرئيسية. Donc je voulais apporter deux éléments essentiels. Le président, à l'époque, il n'était pas indépendant. Et là, c'est pour vous dire combien la souveraineté de la Mauritanie, il a revendiqué avant même l'indépendance. Et avant de disposer des moyens élémentaires pour le faire. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas d'armée. L'armée mauritanienne a été constituée officiellement le 25 novembre 1960, 3 jours avant l'indépendance. Et avec quelques éléments épars pris à droite et à gauche, au nord et au sud. Et donc, il n'avait pas les moyens de revendiquer l'indépendance. Et moins encore la réunification, parce qu'il ne pouvait pas faire la guerre à l'Espagne. Donc, il a adhéré au principe de l'autodétermination. Pour lui, mais l'autodétermination, pour lui, c'était l'autodétermination des populations du Sahara. Or, la détérioration des relations entre l'Algérie et le Maroc, par la suite l'Algérie et la Mauritanie, a bien montré que les éléments sahraouis présentés par la Mauritanie, par l'Algérie, comprenaient des éléments du sud algérien. Vous savez que c'est les mêmes populations depuis quelques siècles. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et de très fortes tribus mauritaniennes sont encore algériennes. Elles l'ont toujours été. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et il y en a qui sont aussi marocaines. L'ensemble saharien forme un ensemble, comme le disait Mohamed Mawlud, rahmatullah alayh. Et donc, il y avait donc cette condition que s'il y a référendum, que ça s'applique aux Sahraouis. Et nous connaissons les Sahraouis mieux que quiconque. Qu'on n'introduise pas les Sahraouis de Mauritanie, c'est-à-dire nos tribus, ni du Maroc, ni de l'Algérie. Sous cette condition, nous sommes d'accord pour une autodétermination. Mokhtar dit même que l'Espagne a hispanisé des Maliens, des Mauritaniens. Non, l'Espagne a essayé d'hispaniser, non. En fait, je ne sais pas ce que vous dites, mais... Il a dit. Oui, d'accord. Non, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de l'Azawad qui sont des mêmes tribus, qui sont d'ici, qui sont en Algérie, qui sont au Maroc. C'est un ensemble, c'est comme entre ici et le Sénégal, la Gambie, la Guinée, le Mali. Il y a des Soninké, il y a des Peuls, des Alpolars, mais ça ne gêne pas du tout. Mais du point de vue du Sahara, en tant qu'entité, il était d'accord pour qu'il y ait une autodétermination, mais des populations habitant le Sahara. Deuxième élément fondamental, et cela a été reconnu dans l'avis international de la Cour internationale de justice du 16 octobre 1975, disant qu'il y avait des liens territoriaux et des liens juridiques entre l'ensemble mauritanien et le Sahara. Or, nous savons une chose, c'est que c'est l'émir de l'Adrar, Ahmed Mohamed, qui a signé l'accord de 1884 donnant Villa Cisneros, enfin Dakhla, aujourd'hui, comme comptoir aux Espagnols. Donc, il y avait des liens juridiques incontestables parce que la possession d'État, elle passe à la Mauritanie avec l'indépendance. Je voulais apporter ces éléments avant de...
dépassé. Je peux intervenir un peu? Petit peu. Doyen, brièvement quand même. Je voulais dire que le problème de Mortal avec le Sahara, c'est qu'on oublie souvent, c'est que Mortal Dada, était avant tout un homme du Nord. Il a vécu longtemps au Nord, il est allé, il était resté à Aftérique, et il a dit bien ici qu'il a circulé même dans le sud marocain, là où il y a disons des morts. Donc c'est quelqu'un qui est né dans cet ensemble, et il avait une idée de l'unicité culturelle de tout ça. C'est pourquoi en 1957, il en avait parlé. On oublie Mokhtar, homme du Nord. Pour moi, Mokhtar, il est né à Bouchilimit, mais c'est d'ailleurs le député de Chinguitti, c'est pas le député de... Il a été... Non, il a dit, c'est le conseil des cousins dit non, vaut mieux que tu ailles à Nadra. Non, il a représenté Chinguitti. Tu connais mieux Nadra. Non, c'est quelque chose de formidable aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer que quelqu'un, par exemple, de Lincheri ou quelqu'un de Tagon peut aller se présenter, peut aller être élu à Anima? C'est impossible aujourd'hui, alors qu'en fait, c'est un même pays. Toi, tu as bien le droit d'être député d'État, si tu veux, et moi d'Ayoun. Donc, ça veut dire qu'on dirait que les Mauritaniens ont bien reculé après. Cette affaire du Sahara, Mokhtar Dada, c'était important pour lui parce qu'il sentait l'unité de tous ces peuples. À part ça, bien sûr, je continue, je le dis devant madame et devant monsieur le secrétaire général, de considérer que l'affaire du Sahara, la guerre du Sahara, c'est une énorme erreur politique. Je continue à le penser. Vous le pensez? Non, je pense pas du tout. C'est pas... Absolument pas. Non, il faut rappeler les choses telles qu'elles se sont passées devant l'agression. Ah oui. J'aime pas parler de pays, mais enfin, dont la Mauritanie a été victime. Le président Mokhtar avait deux attitudes possibles. Où il se couche, où il essaye de défendre son pays. Il a choisi de défendre son pays. On peut lui reprocher d'avoir été prétentieux, d'avoir mesuré l'ampleur de la tâche. Oui, mais bon, absolument pas. Il a manqué de chance peut-être à ce point de vue-là. Attendez. Il a mis en cause combien son pouvoir, et ça lui était indifférent. Il faut bien comprendre ça. Le président, le pouvoir n'était pas une fin pour lui, je l'ai dit et je le répète, absolument pas. Si ce pouvoir sert à quelque chose pour le pays, qu'on lui laisse, très bien, il partira de lui-même. Et s'il doit partir, ce n'est pas un drame ni national ni international. Il a fait ce que sa conscience lui commandait de faire. Il a été trahi, c'est un mot qui n'a pas été prononcé ici, mais il s'agit bien d'une trahison, et ça a été évoqué à mi-mot par Mohamed Ali Sharif, par ceux qui avaient donné un accord de principe au règlement pacifique de la question saharienne. Il faut bien voir ça. Et devant l'Algérie et le Maroc, et surtout l'Algérie, la Mauritanie est une petite... est la partie la plus faible, et c'est elle qui a été la victime de cela. Mais ça, c'est comme ça. Et l'histoire s'écrira ainsi, j'en suis certaine. C'est dommage pour le pays, c'est dommage pour le président, je crois que ça lui est indifférent, non pas le sort de son pays, parce que ça il tient beaucoup, mais son sort personnel, il l'a dit, il l'a écrit, il est soumis à la volonté divine, et ce qui lui arrive, il l'accepte, il n'y a pas de problème. Ok, on arrive à la fin de l'émission avec une minute. Deux précisions importantes. La première, c'est d'abord que le président Mokhtar, il est du Nord. Tout à fait, mais ce n'est pas l'histoire d'être mort ou pas. Il aurait revendiqué le Niger, le nord du Niger. L'Azawad ne l'a pas revendiqué. Et non, mais il a écrit la lettre qu'il a envoyée au président Senghor sur le fleuve Sénégal. Il a bien dit que il n'est pas certain, contrairement à ce que disait le président Senghor, que les Valpolar ou les Soninké soient plus sénégalais que mauritaniens. Ni les morts, il y a des morts qui sont au Sénégal, il y a des morts qui sont au Mali, au Niger. Il ne les a pas revendiqués. Mais à aucun moment, le fait d'avoir les frontières héritées de la colonisation, il a respecté. J'ai bien précisé que s'il a revendiqué le Sahara, c'était un territoire encore sous colonisation. Et qu'il y avait des liens territoriaux juridiquement reconnus à l'époque. J'ai évoqué le traité de 1884.
Donc, c'est des points très précis. Deuxième élément sur ça, vous savez très bien que l'Algérie, c'est le passé. Je n'accuse pas l'Algérie d'aujourd'hui. J'ai tout le respect pour le peuple algérien et même pour le président Boumedienne, qui a fait lui aussi des erreurs, reconnu même à l'intérieur de l'Algérie à l'époque, parce que je suis au courant de beaucoup de problèmes qui ont existé et sur lesquels je reviendrai un jour, en Algérie même, pendant cette période. Mais il y a une chose, c'est que l'Algérie a formé une armée de libération du Sahara à partir d'éléments d'abord algériens, du sud algérien. Et ils ont ajouté les éléments sahraouis. Vous savez que jusqu'en 66-67, en 70, il y avait un seul lycée espagnol à El Ayoun. Il n'y avait pas de... Les gens n'étaient pas scolarisés. Et donc, les éléments sahraouis, les jeunes qui ont pris les armes par la suite, c'était des gens qui ont été pris comme je ne dis pas des auxiliaires, mais des compléments d'effectifs au sud algérien. Et l'Algérie aussi, à l'époque, n'a pas attaqué le Sahara espagnol à partir de son territoire. Et l'Algérie pouvait le faire. Pourquoi l'attaquer à partir de la Mauritanie et pas à partir du territoire algérien? C'est un point d'interrogation. Et ensuite, vous avez les dates, vous les connaissez très bien. Les premières attaques contre la Mauritanie, pardon, les premières attaques de la guerre du Sahara, 7 décembre, le 7 décembre, 9 décembre, c'était à Ain Bintili, Birmogren, Inal. Tout à fait. C'est l'Algérie. La Mauritanie n'a pas envoyé, un seul soldat n'a pas tiré un coup de fusil dans cette guerre-là, malgré l'accord du 14 novembre, l'accord de Madrid. Donc, je voudrais apporter ces précisions. Il y a d'autres et d'autres, mais je m'arrête là pour l'instant. On n'a plus de temps d'ailleurs, mais avant de terminer, je vais demander à Madame la Présidente de la dernière question. J'ai rebondi un peu sur cette question. De toute façon, pour le peuple sahraoui, c'est son impression. On ne lui a pas donné le temps de s'autodéterminer, parce que la position de la Mauritanie était celle-là. Les conditions n'est pas très requises pour l'autodétermination, mais on parle aussi un peu de précipitation et de l'ambiguïté de l'avis consultatif de la Cour de La Haye, qui devait se prononcer sur est-ce que ces deux questions, ou une question qui en s'est posée une autre, est-ce que le Sahara occidental était terra nullius, c'est-à-dire une terre sans mètres avant l'occupation espagnole, et si c'était le cas, est-ce qu'elle a des rapports bien précis avec l'ensemble mauritanien et avec le Royaume du Maroc. L'avis, Mokhtar l'a dit, et tout le monde l'a dit, était ambigu. Il ne donnait pas vraiment une question très claire. Il demandait l'autodétermination du peuple sahraoui, mais sans le déterminer. Je suis acculé par la réalisation, qu'il faut de temps. Donc, c'est un sujet très intéressant, qui demande beaucoup de temps. Comme Lamartine ce soir, on aurait pu demander autant de suspendre son vol. Et avant de terminer, j'ai quand même poussé les limites avec la réalisation pour que Madame la Présidente nous dise aujourd'hui qu'est-ce qu'à son sens, elle s'est dit larguée par les uns et les autres. Les chefs d'État ne sont pas été coopératifs, ils n'ont pas compris l'état du retard et l'importance de sa veuve et de ses enfants. Vous m'avez dit en aparté que le président Mohamed Ould Abdelaziz est l'un des rares, sinon le seul chef d'État qui vous a aidé, qui vous a amené au palais présidentiel, qui a aidé la fondation et qui a fait des gestes que tous les Mauritaniens, disons, c'est sur moi-même, qui me vont tout droit au cœur. Et enfin, vous le direz, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la philosophie de Mokhtar Ould-Daddah? Qu'est-ce que ce livre très important peut-il apporter aux chefs de l'État africain et à la jeunesse mauritanienne? Très bien brièvement. Très bref. La fin m'honorer à laquelle vous m'honorez de participer à cette fin de l'émission. Il est vrai
que depuis le retour du président en 2001 malade et son décès en 2003 et au-delà jusqu'en 2008, la situation n'était pas très gaie. Elle n'était pas très gaie parce que je ne donnerai pas de détails ni de noms des chefs d'État, tout le monde les connaît, mais je n'ai pas de secret non plus pour mes compatriotes. Avec celui qui était au pouvoir, j'éviterai les noms parce que je n'ai pas envie de faire de polémique avec les gens, qui était en pouvoir en 2003, quand nous sommes rentrés, le minimum a été fait au moment de l'arrivée du corps du président, enfin, quand on est rentré de Paris, puis rien, et je ne me suis pas dérangé pour lui rendre visite, pour les raisons qu'on peut aisément deviner. Les deux autres chefs d'État, militaires et civils, qui ont suivi, je leur ai rendu une visite, je suis allé les voir, ils m'ont reçu correctement, sans que ça ait la moindre conséquence de toute sorte. C'est avec le président Abdelaziz actuel que les choses ont commencé à changer un peu de la manière suivante. D'abord, dès 2008, le président m'a fait appeler par son protocole pour me dire qu'il voulait baptiser une avenue au nom du président Mokhtar. Est-ce que je voulais bien être à ses côtés pour cela? Je lui ai dit oui, je lui ai dit très bien non, je bien. Donc, je suis allé, nous avons été ensemble, le discours a été prononcé non pas par le président lui-même, mais par l'ancien maintenant maire de Nouakchott, et j'ai dit quelques mots en réponse. Puis est venu 2 ans plus tard, en 2010, la reconnaissance de notre fondation, dont je voudrais quand même dire un mot, d'ailleurs c'est très vite dit, c'est la continue. On essaie de faire comprendre, de faire connaître ce qu'a voulu Mokhtar pour ce pays. Hein, on ne va pas copier ce qu'il a fait, parce que le monde a changé, parce que tout change, mais on peut s'inspirer quand même de certaines valeurs, et ça, tout à fait. moi j'y tiens, et j'y suis attaché. Donc en 2010, il a reconnu cette fondation qui était née dès 2004, qui a été souverainement oubliée par les pouvoirs publics jusque-là, d'utilité publique. C'est un honneur, c'est un hommage, et cet hommage a été suivi en 2012 de la première subvention à notre fondation. Qui s'est jointe à d'autres, mais qui était importante par rapport à d'autres subventions intéressantes, mais plus modestes. Donc, voilà, la fondation, elle est là pour rappeler un peu Mokhtar, elle n'est pas là pour faire de la polémique, et elle n'est surtout pas là pour faire des comparaisons, le bien, le mal, avant, après, non. Moi, ce que je veux, c'est que nos compatriotes, nos jeunes compatriotes surtout, parce que les autres, ils connaissent, apprennent un peu qui était cet homme-là, comment il a conçu, quelle idée il avait de ce pays, comment il s'est donné à lui. Coréen. Coréen, absolument, au détriment de du bonheur ou de ses affaires personnelles, dont il ne s'occupait pas beaucoup d'ailleurs. C'est moi qui m'occupais de tout ça et j'en suis très fier, et tant mieux pour moi. La famille, les impôts, enfin toutes les choses qu'une famille connaît, c'est moi qui gérais ça, parce qu'il fallait qu'il se consacre à ce pays qu'il aimait. Il n'est plus là, mais il est toujours là. Que Dieu ait son amour. Je veux qu'il soit là. Oui, je souhaite, et beaucoup de Mauritaniens. Oui, beaucoup. Beaucoup, certainement. Seul, qu'est-ce que je peux faire? Rien du tout. Je ne peux faire ça qu'avec mes compatriotes. Tout à fait. Une seule voix, ça ne compte pas. Tout à fait. Inspirons-nous de lui. Inch'Allah. C'est le père de la nation. Hein. Tout à fait. Tout le monde me le dit, tout le monde le répète, et j'en suis ô combien fier. Et je pense que c'est mérité. Tout à fait. Voilà ce que je peux dire. Et merci de nous avoir conviés. Dernière question. C'est la première fois qu'on a eu l'occasion de parler de ce livre. Ah oui, d'accord. En dehors d'une toute première fois qui n'avait rien à voir avec, qui était au Centre culturel français en janvier 2004, quelques semaines après le décès du président, où l'ambassadeur de France de l'époque m'avait demandé de présenter le livre. Mais s'il n'y avait pas de... S'il y a eu quand même des interventions du public qui étaient d'ailleurs très innovantes. Vous m'avez dit, excusez-moi de lever parfois un coin de voile sur nos rencontres en aparté, c'était à l'occasion des livres, que vous avez constaté incidemment à la présidence que la date de la première pierre de la fondation est erronée, la date est erronée. Quelle est cette date? Quelle est la véritable date? J'en sais rien. Enfin, j'ai oublié, mais ce n'est pas la bonne date. C'est pas la bonne date. C'est pas la bonne date de la pose de la première pierre. Bon, c'est un problème qu'on va résoudre. J'ai écrit au
à la présidence, au secrétariat général, j'ai jamais eu de réponse. Ça m'avait un peu choqué, ça m'avait un peu même peiné, je dirais. Mais bon, c'est un des symboles qu'il faudra remettre à sa place. Il faut que nos préjugés disparaissent. Et que... Tout à fait. Mais c'est en bonne voie. Hein. En bonne voie. Ça peut arriver. C'est incomparable par rapport à ce qui a existé avant. Alors, il faut être comme moi, je suis très optimiste, je suis très confiante. Je sais que tout ça se fera naturellement, sans à-coups, sans heurts, sans haine, sans polémique. J'ai essayé jusqu'ici en tout cas de le faire et je pense que c'est la bonne voie. Nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission qui, je le sens, ce qui me semble a été constructive et de grande importance, de rappeler l'histoire de la Mauritanie. La Mauritanie souffre beaucoup de manque d'écriture, de la connaissance de son histoire et de la négation de ses hommes et de son âme. J'espère qu'on y a contribué. Je ne peux que remercier vivement la présidente Mariam Dada et mon grand frère Mohamed Ali Sherif pour leur contribution à la naissance de la Mauritanie et de la continuité de l'âme, de la philosophie de l'homme intègre, l'homme légendaire que fut Mokhtar. Je ne peux que remercier mon confrère, le doyen Barbero, qui m'a donné un coup de pouce très intéressant, qui a été d'ailleurs... non, c'est à vous. Merci Madame la Présidente et notre père. Merci au fond à nos honorables invités. On aura l'occasion de les voir sur un prochain plateau. Ils ont tous écrit, ils ont leur importance d'avis. Zidine, ça présente, bien sûr. Monsieur, madame, bonsoir, bonne nuit, de beaux rêves et à la prochaine.